Bonjour Ori, j'espère que tu vas bien, bienvenue. Bonjour Elie, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, dans cette série de podcasts, on reçoit en fait nos clients, nos partenaires pour laisser un peu la place à chacun de parler de son histoire, de nous dire un petit peu plus ce que chacun fait au quotidien, parler de ses expertises, de ses expériences. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de toi et de Sikio. Et donc comme introduction, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu plus de toi, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que personne, en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à en être là, que ce soit d'un point de vue, donc, comme je le disais, entrepreneurial ou personnel, ton parcours scolaire peut-être, etc., etc. On va essayer de faire court parce que effectivement, moi, je commence à être un peu âgé dans la profession, mais j'ai commencé en tant que chercheur, immunogénéticien à l'Institut Pasteur, Ok. et très rapidement, j'ai switché vers le côté obscur de la science, c'est-à-dire le côté business, en faisant un MBA à Dauphine, puis après, dans le temps, quelques autres formations en finance à HEC ou à Lausanne. Et avec cette espèce de double cursus, évidemment, naturellement, ce qui était intéressant pour moi, c'était de trouver un travail, une mission à la frontière entre la science et la partie business. Et c'est ce qu'on appelle le business développement dans Ok. l'industrie pharma-biotech. C'est tout ce qui va être considéré comme identification de produits, d'entreprises, tout ce qui est aussi identification de projets, leur évaluation, et évidemment leur acquisition Ok. pour mon employeur. Ok. Ok. Donc un parcours très scientifique au départ pour avoir, j'imagine, des bases et savoir de quoi on parle. Puis ensuite, un petit peu plus business. Ça, c'était parce que c'était ce que toi, tu avais au fond de toi, ou alors les sciences, juste à un moment, tu t'es dit c'est un petit peu barbant, j'ai envie de voir autre chose. C'est vrai que je me suis dit ça. J'ai beaucoup aimé tout ce qui était conceptuel, la façon de réfléchir, la façon de démontrer. Mhm. Parce que c'est ça, au final, la science. On a une idée, il faut la démontrer. Ça, c'était un côté très pratique qui m'a permis aussi dans mon raisonnement de travailler. Mais par contre, il manquait quelque chose de très opérationnel, une ouverture d'esprit que j'ai trouvé notamment à Dauphine, puisque je suis Ok. passé par Dauphine, dans tout ce qui est propriété intellectuelle, tout ce qui est évidemment finance, qui était complètement nouveau pour moi. Et ça m'a ouvert l'horizon. Ça m'a ouvert la façon de penser. Et Ok. donc, ça m'a permis de rejoindre des sociétés après, en France, à l'étranger, dans le domaine du business développement, purement dans le domaine pharma et de la biotech uniquement. Ok. Et autre point sur lequel j'aimerais rebondir, c'est donc, j'ai l'impression que tu as fait tes études en plusieurs parties. C'était à quel âge que tu fait notamment tu parles de Dauphine, à quel âge t'es passé par là? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que tu n'aurais pas pu faire tout d'un coup? Alors, en fait, j'ai fait tout d'un coup. J'ai fait la partie scientifique, et après la partie scientifique et les stages nécessaires en laboratoire, c'est à ce moment-là que j'ai mûri cette idée d'avoir un cursus complémentaire. Donc, je n'étais pas devenu employé dans Ok, l'intérim. J'ai continué au final des études, après avoir fait une série de stages dans des laboratoires, des choses comme ça. Et puis, un peu plus tard, effectivement, dans mon cursus professionnel, j'ai refait des petites piqûres de rappel, notamment à HEC sur la partie finance, notamment à Lausanne, à l'IMD à Lausanne, sur les parties financières liées au manager, liées à la gestion de projet, des choses un peu plus pointues, d'accord. mais très spécifiques. Et c'était un choix pour toi de passer par des grandes écoles nécessairement, notamment en France? Alors, oui, dans la mesure où j'en ai eu la possibilité, j'ai eu cette chance d'avoir la possibilité. Évidemment, parce que ça donne sur pas un cursus et sur un CV, ça donne évidemment un vernis, d'avoir des beaux noms. Ça, c'est très, très clair. Mais à l'inverse, si je n'avais pas réussi à rejoindre ces écoles-là, j'aurais forcément trouvé une autre école, peut-être de Mhm. moindre renom, pour faire ce complément d'études. Ouais. Ok. Parce qu'on entend souvent parler dans le milieu des levées de fonds, hein, notamment que, effectivement, les investisseurs recherchent quand même les gens qui sortent de HEC, etc., etc. Ça, toi, tu as senti qu'à un moment dans ta carrière, ça a pu vraiment être un game changer ou alors c'est peut-être une idée reçue? Je pense que ce qu'ils vont surtout chercher, on en parlera tout à l'heure lorsqu'on parlera de CTO par exemple, ce qu'ils vont chercher, c'est d'être certain que dans l'entreprise, on a l'ensemble des compétences Mhm. requises. Un business, un scientifique, un financier, un développeur, etc. etc. Ok. Maintenant que tout soit porté par une seule personne, premièrement, ça me semble peu probable, parce que même si on est un très bon scientifique, on est peut-être un moins bon business, et si on est un bon business, on ne sera pas évidemment en maîtrise de la science comme le scientifique l'est Ouais. aujourd'hui, surtout dans des sociétés très innovantes. Ok. Ok. Très bien. On va peut-être maintenant passer au second sujet hein, du jour. Donc, on va parler de toi. Maintenant, on va parler de ce que tu fais aujourd'hui. Donc, tu es CEO et fondateur d'une startup qui s'appelle Sikio, qu'on accompagne notamment
sur la partie levée de fonds avec Awake Partners. Qu'est-ce que c'est Sikio? J'aimerais une réponse d'abord très très simple, et puis on va monter un petit peu dans l'aspect technique petit à petit, mais vraiment pour les gens qui sont très novices des sciences, on va dire. Alors, sans être très novice des sciences, il y a les cancers, que tout le monde connaît, et dans le cancer, il y a des sous-parties, il y a ce qu'on appelle les cancers solides. Ces cancers solides sont difficiles à traiter, et ce que nous, on fait chez CQ, c'est développer une approche nouvelle pour traiter ces patients avec des cancers solides. Très bien. Voilà, ça c'est la réponse basique, simple. Maintenant, si on rentre un petit peu dans le détail, on sait que dans le traitement des tumeurs solides et des tumeurs en général, il y a ce qu'on appelle l'hétérogénéité. Ok. Donc, au sein d'une même tumeur, il y a différents types de cellules, et ces cellules, quand on les traite, elles ont besoin d'un traitement particulier, d'un ciblage particulier. Les traitements qui sont proposés aujourd'hui sont spécifiques à un type ou à un autre, mais par exemple, si vous avez un troisième type cellulaire, c'est pas couvert, c'est pas forcément couvert. Donc on a besoin de combinaisons. Ce que nous, on a développé chez Sikio, c'est un produit qui est capable de plusieurs choses. La première, d'avoir une modalité d'action différente de ce qui existe, afin de couvrir cette hétérogénéité. Ok. Donc on est capable, avec un seul produit, de cibler au sein de la même tumeur tous les types cellulaires, et qui plus est, grâce à ce même produit, différents types de tumeurs solides. Ok, donc entre guillemets, une solution pour plusieurs cas d'usage, quoi. Absolument, une solution pour plusieurs cas d'usage, et une solution en plus, et ça c'est plus que très nécessaire, c'est pas français mais c'est ce que ça veut dire, c'est d'être hyper safe. Il faut que le produit n'induise pas des effets indésirables, ou le plus faiblement possible. Et ça, c'est un prérequis, parce que si on regarde la chimiothérapie est un traitement, est une solution, mais on connaît tous les traitements indésirables, les effets indésirables qu'elle procure. Et donc, le praticien est obligé de jouer avec différentes concentrations, différents dosages. Dans le cas de Sikio et de son produit Sky01, eh bien, on est capable de délivrer des quantités très importantes de produits, donc une efficacité rapide, accrue, sans avoir les effets indésirables qu'on pourrait voir ailleurs. Donc si je résume, ce que tu es en train de me dire, c'est que potentiellement, un jour, on sera capable de soigner certains types de cancers, voire beaucoup de types de cancers, sans les effets indésirables. Donc, je pense que dans l'imaginaire des gens, c'est surtout tout ce qui est lié à la perte de cheveux, etc., etc. Absolument. On serait capable, avec un seul médicament, de traiter différents types de cancers, de traiter, au sein même d'un même cancer, on peut avoir des gens qui réagissent pas de la même façon. On pourrait traiter tous ces gens-là en même temps, avec le même produit, évidemment avec une qualité de vie. Au-delà des effets indésirables, il y a la qualité de vie pour ces patients, c'est un peu lié, mais il y a un autre élément à prendre en compte, c'est le coût. Le coût de production, le coût vendu, donc payé par la sécurité sociale ou les agences nationales, et le coût aussi, l'impact qu'un traitement avec des effets indésirables moindres et plus efficaces aurait, c'est-à-dire moins de jours d'hospitalisation. Ok. Et donc tout le bénéfice, à la fois financier, mais aussi sociétal, pour ces gens-là. Ok. Ça, en vrai, quand on l'entend comme ça, on se dit c'est magique, quoi. Pourquoi, entre guillemets, pourquoi personne n'y a pensé avant? J'imagine qu'il y en a d'autres qui s'y sont frottés. Pourquoi aujourd'hui Sikio a des bons résultats, et pourquoi il n'y a personne qui n'en est, qui est arrivé encore à trouver la solution? Parce que d'abord, contrairement à l'imaginaire collectif, le traitement du cancer, le traitement des cancers solides, c'est pas une seule solution. Ça sera forcément une combinaison. Ensuite, pour pouvoir traiter un cancer, il y a différentes approches. Il y a différents mécanismes dans les cancers que chaque société, chaque même académique recherche avec des approches un peu différentes. Donc on est en fait en train de courir vers une même solution qui est un traitement du cancer, mais avec des angles de vue, avec des routes différentes. Okay. Donc ça, premièrement, ce qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup d'approches différentes. Deuxièmement, il n'y a pas, à mes yeux, il n'y a pas d'exclusion. C'est-à-dire qu'un patient va réagir à un médicament et l'autre patient avec la même tumeur pourrait réagir différemment. Donc on est obligé de développer toutes ces solutions. Ça, c'est pour répondre à pourquoi il y a plusieurs solutions qui sont développées, et pas que la nôtre. Et puis le deuxième point, pourquoi la nôtre n'est pas tout de suite sur le marché? Parce que c'était un processus extrêmement long et aussi très coûteux que de développer un médicament depuis l'idée originale au laboratoire jusqu'à arriver sur le marché et avoir une autorisation de mise sur le marché. Et donc en parlant de ça, justement, aujourd'hui, où en est Sikio?
Alors, CQ a été créé il y a 3-4 ans de ça, sur la base de travaux de mon associé, qui est l'inventeur de la science, qui s'appelle le professeur Papeau, qui est donc chercheur et directeur au CNRS. Et sur la base de ces travaux, on a décidé ensemble de créer la société. La société a développé plusieurs médicaments au sein de CQ, et chacun des médicaments suit ses étapes de développement. Aujourd'hui, à l'instant T, on a des données sur plusieurs indications, donc plusieurs cancers solides, à la fois chez les souris et chez les chiens, Ok. qui sont des animaux réglementaires. C'est pas nous qui décidons, c'est que pour pouvoir passer les phases réglementaires, on est obligé de passer par ces processus-là, par ce type d'animaux, en l'occurrence, pour pouvoir démontrer qu'on est efficace et qu'on est safe. Et juste par curiosité, et peut-être pour ceux qui nous regardent, pourquoi ces animaux-là qui ont été choisis, c'est parce qu'il y a des ressemblances peut-être avec l'être humain? Ouais, absolument. Alors, il y a des contraintes réglementaires qui sont les suivantes. C'est au porteur du projet de démontrer qu'il y a une corrélation entre ce qui sera chez l'humain et chez cet Mhm. animal. Ou à l'inverse, si vous avez besoin d'une espèce particulière, c'est parce qu'il y a une corrélation extrêmement précise. Dans le cas du chien et dans le cas de CQO, il y a des mécanismes derrière auxquels je ne vais pas inonder nos lecteurs, mais on utilise un mécanisme d'action qui est lié à l'albumine. D'accord. L'albumine, c'est une molécule qui est très présente dans l'organisme et qui nous permet de mieux délivrer, de mieux transporter notre produit Sky01. Ok. Et l'albumine, il y a une corrélation, en tout cas, il y a une ressemblance dans une certaine mesure entre l'albumine de l'homme et l'albumine du chien. C'est Ok. pour ça que nous, on va utiliser. D'autres médicaments, par exemple, auront besoin d'utiliser les chimpanzés, les monkeys, Ok. pour d'autres raisons, notamment dans les médicaments cardiovasculaires. On ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. Ok. Ok. Très intéressant. Et donc, tu parlais de ton associé. C'est toujours, pour moi, la première étape et l'étape la plus importante, c'est choisir son associé dans quel que soit le business, on va dire. Comment tu l'as rencontré? Comment tu t'es dit, OK, je pense qu'il y a quelque chose à faire et je pense qu'on va bien s'entendre et qu'on va surtout s'entendre sur la durée. Alors, il faut que je revienne un petit peu dans mon histoire perso. Quelques années avant, je travaillais pour donc une boîte biopharma en Suisse. Mhm. Et au bout d'un moment, avec les compétences que j'ai acquises au cours du temps et la taille des projets que j'ai vus, j'avais envie de mettre ça à disposition de quelque chose qui serait mon bébé. Mhm. D'accord? Maintenant, comme vous l'avez compris, moi, ça fait quelques années que je suis plus chercheur. Et donc, forcément, la science ne peut pas venir de moi. En parallèle de ça, Sébastien, lui, développe et continue de développer depuis des années ses différentes stratégies thérapeutiques. Ce produit ou cette stratégie commence à porter ses fruits en termes de données. On se rapproche de l'université et leur dit, moi, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose et qu'on puisse permettre, d'une façon ou d'une autre, le transfert dans le monde industriel. Ok. Le seul moyen de faire un transfert, c'est de créer une société. Donc, à partir de ce moment-là, mon réseau et le sien, avec celui de l'université, font que les choses se connectent. On se rencontre plusieurs fois, où j'essaye de comprendre la science, il m'explique les avantages et les inconvénients. Je rencontre aussi l'homme, et lui aussi me rencontre, et on se rend compte, du coup, que c'est une vraie rencontre. Et donc, que ça se passe bien, qu'on s'entend bien, qu'on partage un certain nombre de choses. Ok. Et donc, il y a un double fit, et je dirais même un fit à quatre. Il y a la science, l'individu, et ça doit se réaliser des deux côtés. Oui. Ok. C'est vrai que c'est le plus important et vous avez toujours tiré dans le même sens et vous avez du coup des sujets qui sont tous les deux très différents. Euh, Comment au quotidien ça se matérialise? Est-ce que tous les jours tu parles avec lui ou c'est une fois par semaine, une fois par mois? Comment il y a ce bridge qui est fait entre la science et le business? Parce que c'est quand même deux mondes qui, comme tu le dis, hein, qui sont assez loin. Alors, là où on a eu l'intelligence, c'est de prime abord de dire qu'on avait d'abord une répartition du capital un peu déséquilibrée et volontairement de façon à ce que moi je prenne le lead. Mhm. Il était aussi convenu que tout ce qui était relatif au business, aux décisions business, à la partie financière, c'était de ma responsabilité avec son consentement, évidemment. Mais à l'inverse, le dernier mot sur les parties de développement scientifique, même si je peux peut-être apporter quelques éléments de réflexion, de direction, le dernier mot, il lui appartient. Donc avec cette répartition, je dirais comme dans un couple, les choses étaient assez claires, assez nettes. Et donc ça a permis effectivement d'avoir un bon suivi. Et puis, on se parle quand on a besoin. C'est-à-dire qu'on peut rester 2-3 jours sans se parler parce qu'on n'a rien à se dire. On n'a rien Ouais. besoin de... Moi, j'ai pas besoin d'informer, lui non plus. Et puis, des fois, on s'appelle 10 fois par jour, 3 réunions, etc. C'est vraiment ad hoc. Ok. C'est vrai que c'est différent de une agence de marketing ou même de notre travail à nous en tant que banque d'affaires.
nous, avec Mathieu, on est obligé de se parler tous les jours parce qu'il y a toujours des actualités, du business, etc. Une biotech, c'est quand même assez différent. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de sujet business, mis à part la levée de fonds, j'imagine. Il n'y a pas de contrat à aller chercher, il n'y a pas de client à aller chercher. Donc c'est sûr que c'est peut-être différent. Alors, dans le passé récent, il y a des activités qui sont de tous ordres. Mhm. On décide des études qu'on met en place, on décide des cibles qu'on choisit, on décide de comment on va développer l'activité. Dans le passé plus présent, cette levée de fonds, effectivement, mais je dirais comme les expériences qui sont faites au labo, une fois qu'elles sont lancées, elles sont lancées. Mais il y a un suivi. On en est où? Est-ce qu'on a un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? On a des réunions communes avec les investisseurs. Je ne suis pas le seul à parler aux investisseurs. Et il y a certains pour lesquels je pense être nécessaire d'avoir de prime abord Sébastien, et d'autres en fonction de la typologie de ces investisseurs. Je pense que ma personnalité et ce que je vais apporter comme message ou comme angle de message sera peut-être plus impactant si je suis le seul de prime abord à le faire. Ok, très clair. En tout cas, ce qui est intéressant peut-être de préciser, c'est que l'entreprise ou toutes les entreprises ont besoin, en tout cas celles qui sont liées à l'innovation, elles ont besoin de ces doubles casquettes. Et moi, ça, c'est un petit conseil que je donnerais aux entrepreneurs qui se lancent. C'est assurez-vous de prime abord que l'équipe constituée ou à venir a clairement une composante plurifactorielle, complémentaire, et qu'elle est capable d'être démontrée de façon claire aux investisseurs. Parce que c'est ce qu'ils vont attendre de vous. C'est ce qu'ils vont vous demander. Et s'ils ne le ressentent pas de prime abord, en disant il y a 2 scientifiques qui vont vous bouffer le nez, ou il y a 2 businessmen, la seule chose qui les intéresse, c'est de faire de l'argent, ça ne va pas leur plaire. Très clair. Très beau message pour les futurs entrepreneurs qui vont nous regarder. Du coup, il y a un autre sujet, évidemment, pour lequel on se rencontre aujourd'hui, c'est cette levée qui est en cours. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Où ça en est? Quels sont les objectifs sous-jacents? Et puis après, j'ai quelques questions pour rentrer un petit peu dans les détails. Alors, l'objectif, comme toute société, c'est de passer l'étape d'après. Dans le cadre de la biotech et dans le cadre de Sikio, l'étape d'après, c'est de passer dans ce qu'on appelle la phase préclinique réglementaire. Okay. D'accord? C'est refaire un certain nombre d'expériences sous un cadre réglementaire, avec un produit qui a été normé dans sa production, qui sera le même produit qui serait utilisé chez le patient, de façon à ce qu'on puisse montrer une répétabilité des expériences, qu'on puisse montrer un aspect de safety et un aspect d'efficacité. Et ça, parce que du moment que ça devient réglementaire, ça demande des installations particulières qui ne sont pas les autres, qui sont celles de prestataires, évidemment, les coûts s'envolent. Et comme les coûts s'envolent, c'est pas à la mesure aujourd'hui d'une société comme la nôtre, early stage, c'est pas sa capacité financière. Donc il faut lever des fonds. Cette levée de fonds, aujourd'hui, ça correspond à une série A. C'est entre 4 et 10 millions, 4 et 14. Donc 4 plus 10. Alors, ça peut paraître énorme, ce gap, mais il y a des raisons. 4 correspond à la partie préclinique réglementaire, et les 10 millions complémentaires correspondent à la partie clinique, c'est-à-dire testée chez l'homme en phase 1-2. Donc en fonction de comment et de qui est en face de nous, on peut leur dire qu'on a besoin de 14 millions ou de 4 millions. Mais dans tous les cas de figure, les 14 millions seront découpés en 2 tranches. Une de 4, il faut voir si les résultats sont présents, avant qu'ils libèrent la deuxième tranche. Oui, pour ne pas prendre trop de risques non plus. C'est qui les investisseurs avec qui tu veux parler? C'est des gens qui vont être très très scientifiques, ou alors c'est juste des gens qui ont entre guillemets de l'argent à investir, que ce soit professionnellement ou plus des angels? Quelle est ton approche vis-à-vis de ça? Alors, pour information et pour historique, on est aujourd'hui backé financièrement par des business angels, d'accord? Donc des gens dans un comité qui comprennent ce qu'on fait en termes de science. Vu les montants nécessaires à la série A, on passe sur du capital risque. Le capital risque, il est divisé de la façon suivante. C'est principalement des gens qui comprennent la science parce que, d'après le nom, capital risque, il y a du risque. Il y a du risque que le produit n'arrive pas à terme, qu'il ne génère pas les revenus attendus, qu'il y ait trop de compétition, qu'il se casse la gueule parce qu'il n'est pas bon ou il y a un problème. Donc c'est un risque. Pour pouvoir évaluer ce risque, il faut évidemment une compétence interne assez forte en science. Et vous avez aussi de l'autre côté des family office ou des structures financières qui sont peut-être moins pointues en sciences, mais qui, elles, sont dans l'attente quand même d'un lead investor qui va pouvoir lui dire j'ai checké la science, j'ai checké le marché, j'ai checké la propriété intellectuelle, tout va bien, moi je mets X millions,
Donc vous n'avez plus qu'à suivre si vous voulez suivre. Et ces gens-là attendent de cette forme de réassurance. Très clair. Et donc, si je comprends bien, en tant que CEO d'une biotech, la grosse partie de ton travail, surtout au début, c'est justement d'être continuellement en levée de fonds. Comment tu as vu le marché des levées de fonds évoluer depuis le jour où tu as commencé cette aventure? Est-ce que c'était vraiment plus facile avant? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué ou c'est juste une idée reçue? Alors, ce qui est certain, c'est que il n'y a jamais eu de facilité dans les levées de fonds, parce que de toute façon, sur le bureau d'un capital risqueur, même s'il est hyper pointu ou hyper spécifique en biotech, il a des milliers de dossiers, des centaines de dossiers qui arrivent par an. D'accord ? Si vous êtes des généralistes en termes d'investisseurs, vous avez différents types de dossiers qui arrivent. Et donc, à un moment donné, vous avez 100 euros à investir, vous n'en avez pas 101. Oui. Donc, que vous mettiez 99 euros dans de la biotech et 1 euro ailleurs, ou l'inverse, il reste 100. Donc, on a une compétition sur l'ensemble des dossiers d'investissement. Ensuite, au sein de la biotech, vous avez évidemment des modes, des tendances. Et au sein de l'oncologie, vous avez aussi des modes, des tendances, des stades de développement, etc. Ce que moi, j'ai vu au cours des années, c'est une raréfication de l'investissement en forme de saupoudrage. Okay. Puisque le modèle économique, il est simple chez un capital risqueur. C'est je joue à saupoudrer sur 10 dossiers parce que 2, voire 3 vont me permettre de récupérer ma mise totale des 10 dossiers plus mon retour sur investissement. Et le reste, il y en a qui vont vivoter et d'autres qui vont s'écrouler dans les 10 dossiers. Sauf que c'est beaucoup de travail. Et aujourd'hui, avec la raréfication et les tensions sur les marchés, notamment leurs LPs, qui les financent un petit peu plus difficilement, eh bien, ils se disent, au même travail, au même niveau de risque, autant que je back bien un seul dossier, donc autant ne pas investir dans 10, mais plutôt dans 4, dans 5, je ne sais pas combien, c'est quoi l'attrition, et que j'y mette plus d'argent, donc je lui donne plus de chances. C'est un petit peu, pour l'Europe, réfléchir à ce qu'avaient déjà réfléchi les US, en mettant des tickets beaucoup plus importants, alors parce que les valos étaient plus importantes, parce que les coûts locaux étaient plus importants, mais en se donnant les moyens de se dire, avec des go-no-go, évidemment, mais de se dire que si ça fonctionne bien, eh bien, il a déjà potentiellement les... Ce qui simplifie la vie de quelqu'un comme moi. Oui. Et oui, parce qu'au lieu d'aller tous les 6 mois commencer à nouveau roadshow, on pourrait le faire qu'une fois tous les 2 ans. Et donc, ça, voilà. Effectivement, mon travail, une grosse partie de mon travail aujourd'hui, c'est de prendre un bâton de pèlerin et d'aller frapper à toutes les portes, essayer d'être force de conviction, de revenir vers eux parce que les capitaux risqueurs changent aussi d'avis, ils changent aussi de thèse d'investissement, etc., etc. Donc, il faut continuellement. Je reviens sur quelque chose que tu as dit qui est intéressant. Tu parlais de tendances. Donc, dans l'oncologie, il y a des tendances, et même, on en voit aujourd'hui, des tendances sur le marché. Est-ce que toi, dans ton approche, quand tu vas lever des fonds, tu te dis « Ah oui, j'ai compris que la tendance en ce moment, c'est ça. Est-ce que je ne vais pas modifier mon discours, mon pitch, et peut-être même l'essence même de ma startup, après tout est relatif, mais pour adapter ton discours aux tendances, ou alors tu es plus dans l'approche à dire non, mes convictions, ce sont celles-là, c'est ça qu'on fait, j'ai envie d'aller jusqu'au bout et donc je ne m'adapte pas, entre guillemets. Alors, la réalité, c'est que Sikio, c'est Sikio, c'est-à-dire que les données qu'on a, l'approche thérapeutique, je ne pourrais pas la changer du tout au tout. Ouais. Mais effectivement, il faut être intelligent, il faut être un peu flexible, et c'est le principe même d'une startup, c'est de dire que s'il y a des tendances ou s'il y a des éléments que je vais pouvoir mettre en comparaison, en lumière, et qui font qu'un investisseur, il va être content parce qu'il va avoir sa box ticked, pourquoi pas? En tout cas, pour la première phase de screening. D'accord ? Okay. Maintenant, je ne vais pas leur dire, je ne vais pas faire la danse du ventre et inventer des choses qui n'existent pas, parce que dès qu'ils vont ouvrir la deuxième page, ils vont comprendre que c'est faux. Que c'est faux. Oui, très bien. Et justement, dans ta manière d'aborder les choses et de lever des fonds, comment tu as évolué, toi, dans tes méthodes, dans ton approche, dans ton discours, au fur et à mesure des années? Alors, premièrement, le deck, la présentation, le site internet, tout ce qui va être marketing léger a été sans arrêt modifié, ajusté, professionnalisé. On part, j'exagère un peu, mais on pourrait faire la comparaison de celui qui part d'un petit brouillon fait à la main par son gosse de 5 ans versus une image ou une animation en 3D.
C'est vraiment ça, parce que d'abord la société grandit, elle accumule des données, elle se professionnalise dans son approche, elle comprend et elle écoute aussi le feedback de tous ces gens-là. Je peux même dire qu'un certain nombre de feedbacks nous ont orientés aussi d'un point de vue scientifique. Ok. C'est-à-dire qu'on nous a demandé, mais il vous manque ceci, est-ce que vous pourriez me confirmer cela? Et pour le faire, il faut des études adaptées. Donc on a aussi mis en place, par rapport à ces feedbacks, ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, sur l'approche toujours marketing, c'est vrai que quand on a commencé à rencontrer des investisseurs, au départ, c'était juste une approche initiale. Donc, on leur demandait rien, on faisait juste se faire connaître. Donc, c'est très sympa parce que vous n'attendez rien, eux non plus, et ils ont l'impression d'être au courant de ce qui se passe. À l'inverse, au moment où vous retournez pour leur demander de l'argent, il faut se rappeler de ce qui a été fait. Il faut pouvoir montrer qu'il y a eu un delta entre la première fois que vous l'avez vu et aujourd'hui. Et tout ça est un travail aussi marketing dans la façon dont vous faites. Et c'est d'ailleurs aussi une raison pour laquelle on travaille ensemble, Elie. C'est parce qu'on a besoin d'ouvrir nos champs de vision et de voir d'autres gens qui seraient peut-être pas les... On a tendance à dire que sur la place de Paris ou en France, il y a une dizaine d'investisseurs biotech qui sont réputés. Quand vous avez fait les 10 et que les 10 vous ont dit non, c'est trop tôt, non, il me manque ça, non, pas tout de suite, revenez me voir, alors on fait quoi? On plie la boîte? Non, donc il faut aller chercher ailleurs. C'est pour ça qu'on bosse ensemble et qu'on essaie d'avoir des stratégies marketing d'approche qui sont plus ouvertes et plus créatives. Très bien. Et on entend une autre idée reçue, c'est que au final, c'est un peu, pas du copinage, mais presque. Que, en gros, le projet qu'il doit lever, il aurait déjà levé, peut-être si c'était une autre personne à la tête qui connaissait le partenaire dans tel ou tel fonds. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que c'est une idée reçue? Alors, moi, je ne suis pas partenaire. Je ne suis pas, malheureusement, du bon côté de la chaise, bon côté financier en tout cas. J'ai tendance à dire que pour ouvrir la porte, pour que les choses se passent bien, oui, c'est vrai, mais comme de partout. Mais à un moment donné, il faut se rappeler qu'un investisseur, lui, ce qui l'intéresse, c'est son retour sur investissement. Et qu'il n'est pas le seul à prendre la décision, c'est une équipe. Donc, si les autres membres de l'équipe, notamment au même niveau de seniorité, commencent à tiquer, pensent que leur carry out va un peu être léger, pensent que ça va plomber le portefeuille, etc., l'investissement ne se fera pas. Très bien. Ok. Sur le marché des biotech en général, on est évidemment passé par le Covid il y a quelques années qui a chamboulé et qui a amené pas mal d'innovations à ce niveau-là. Comment le marché a évolué aujourd'hui? Au niveau des biotech, est-ce qu'on lève toujours des fonds? Tu disais tout à l'heure, donc il y a une stratégie de niveau investisseur qui a changé. Est-ce que c'est pour tous les secteurs d'activité ou c'est particulièrement les biotech? Alors, je ne sais pas si elle a changé. Ce que le Covid a démontré, en tout cas ça c'est certain, c'est que avec une bonne science, on était capable, à travers le monde, de s'allier et on était capable de pousser les ressources financières ou réglementaires ou de production de façon accélérée. Bon, là, c'est sûr que le Covid, c'était quand même une épidémie globale et qui semblait ne pas avoir de solution. Alors, on pourra toujours me répondre que le cancer aussi, c'est une épidémie qui est une épidémie en termes de nombre de décès et aussi en termes de coûts. Aujourd'hui, les économies de santé dépensent la majorité de leurs dépenses sont liées à l'oncologie. Mais visiblement, il n'y a pas la même stratégie. Il n'y a pas la même notion de pression ou d'urgence. Donc, est-ce que les choses ont changé? On a cru, après le Covid, qu'il y aurait un afflux massif d'argent sur les biotech au sens très large, ce qui s'est certainement fait dans les premiers mois ou les 2 premières années post ou pendant la période de Covid. Mais aujourd'hui, si on regarde la situation économique en termes de marché lié à la santé, on est d'accord qu'il y a une raréfication des revenus, raréfication des belles entreprises, raréfication du support financier porté. Et j'ai changé récemment avec des journalistes en Angleterre. Je pense que l'Europe, aujourd'hui, face à la situation géopolitique de l'Europe, face à la situation économique de la France et de la dette Covid, là, pour le coup, il y aura un arbitrage qui ne sera pas forcément fait à la faveur de l'innovation. Et donc, des sociétés comme Sikio, forcément, pour elles, c'est une alerte rouge. Oui, après, c'est une sélection naturelle. Il y a les meilleurs qui vont survivre, ceux qui ont les bonnes métriques, ceux qui ont les bonnes technos. Ouais, mais ça, c'est... je partage pas complètement cet avis-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, sélection naturelle, darwinienne, seuls les plus forts survivent. Très bien. Mais dans le cadre de projets innovants, mais quel que soit le sujet, pas seulement la biotech, quand tu développes quelque chose, pour savoir si ça va marcher, il faut que ça aille au moins
Ouais. jusqu'à un certain stade. Si on regarde de l'innovation en santé, en biotech, si t'es pas arrivé chez l'homme, voir si ça... Tu sais pas. Mais Ouais. pour arriver chez l'homme, c'est un vrai parcours du combattant. Et la plupart d'entre des sociétés biotech meurent avant. Ouais. Et une fois chez l'homme, il y a deux possibilités. Soit ça tue le patient, bon c'est un peu la merde là. Soit ça soigne comme son équivalent, et auquel cas il n'y a pas de bénéfice. Et donc effectivement, le prix de vente ne sera pas fou. Ouais. Soit, peut-être, il y a un petit bénéfice qui est à court terme dans le traitement immédiat ou sur une capacité à récidive ou je sais pas quoi, qui fait que le produit. Mais il faut en arriver jusque-là, pour arriver jusqu'à cette phase clinique. Donc, la raréfication de l'argent n'est pas le seul critère de sélection des bons produits. Ok. Est-ce que tu penses qu'un jour, un médicament pourrait être développé sans aucun test sur un humain? On voit, grâce à l'intelligence artificielle, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Est-ce qu'un jour, c'est envisageable? Je pense pas. Je pense pas parce que... Alors, moi, je suis pas un expert en intelligence artificielle, ça, on l'avait compris. Mais je pense qu'il y a un facteur humain de l'organisme que des modélisations ne peuvent pas forcément, aujourd'hui, en l'état de la science, connaître. Mhm. Il y a peut-être des choses qui vont se développer, il y a peut-être des résistances, des mécanismes qu'on ne connaît pas face à un médicament, et que même avec la plus grande des modélisations... Parce qu'au final, la modélisation qui est faite, elle est sur la base des données existantes. Oui. Elle n'est pas sur la... Alors, il y a peut-être un peu de projection futuriste, etc. Mais l'intelligence artificielle, ChatGPT, il s'alimente de quoi? Même si ce n'est pas le même corrélaire. Il s'alimente de ce qui existe aujourd'hui. Mhm. Si vous ne l'avez pas encore inventé, donc vous n'avez pas accumulé de données, si ces données n'existent pas, comment l'intelligence artificielle peut-elle se projeter? Ok. C'est ma vue, encore une fois, très simpliste sur des choses qui ont, à mon avis, par contre, un vrai potentiel. Mais je vais faire un corollaire avec ce qui existe en chimie, ce qu'on appelle la chimie combinatoire. Ouais. C'est la capacité à développer à partir d'une même molécule toutes les variantes. Toutes ces variantes sont testées contre les cibles, et celle qui a la plus grande efficacité, c'est celle qui va suivre le chemin. Et donc on a des attritions phénoménales. Là, on part de 100 000 à 10 molécules qui restent. Ok. D'accord? C'est peut-être ça aussi l'intelligence artificielle, c'est peut-être une forme de sélection en amont, mais à un moment donné, je pense qu'il faudra quand même passer Par l'humain. chez un humain pour en voir toute la complexité. Toi, dans tes équipes, ils utilisent dans le cadre de leur recherche un petit peu d'intelligence artificielle ou c'est pas encore Non, démocratisé? c'est pas encore, c'est pas dans c'est pas dans notre besoin de développement, c'est pas dans notre routine. Ok. Une autre question c'est intéressant d'avoir ton point de vue d'entrepreneur biotech. Est-ce que ça vaudrait pas plus le coup de prévenir contre tous ces cancers plutôt que de trouver des solutions pour les soigner? Bien sûr, ça vaudrait le coup de prévenir, mais pour prévenir, il faut savoir qui va développer. Donc, il y a toute une thématique derrière d'identification en amont, d'avoir des marqueurs qui vont être... Alors, il y a certaines pathologies dont on sait qu'elles peuvent être détectées, notamment parce qu'il y a des outils diagnostiques qui permettent de détecter, etc. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a des problématiques déontologiques derrière où les gens n'ont pas forcément envie de savoir qu'ils vont avoir Alzheimer dans 20 ans. Donc si j'ai les tests, si j'ai quelque chose et que c'est passé en routine, très bien, certains feront le choix de ne pas le faire. Donc j'ai pas de symptômes, pourquoi je vais aller voir si j'ai potentiellement une maladie qui je sais pas quoi. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, même si on avait cette capacité à détecter en amont, est-ce qu'on aurait les outils thérapeutiques pour soigner quelque chose qui n'est pas encore déclenché? Oui. Donc c'est aussi un autre sujet, c'est aussi une piste à développer. Mais encore une fois, on n'est pas en oncologie, on n'est pas comme dans le Covid, pour faire vraiment un truc simple, ou dans la grippe avec la vaccination obligatoire pour une population donnée. Ok, très clair. Une dernière question sur la levée de fonds actuelle. Je te vois souvent sur tes posts LinkedIn aller à des congrès, te déplacer. Tu étais en Suisse, je crois, récemment. Est-ce que c'est vraiment utile d'aller à des congrès encore en 2025, à l'ère du digital, à l'ère où tu as plein de gens, notamment comme nous, qui peuvent t'introduire à certaines personnes? Est-ce que c'est encore aussi efficace qu'avant? Alors je vais encore une fois, je vais utiliser la période Covid. La période Covid, c'était vraiment le démarrage de la société, etc. C'était notamment le moment où j'ai rencontré des investisseurs virtuellement. C'est très sympa, c'est très pratique parce qu'effectivement, vous voyez plein de gens, vous êtes en pyjama, si vous voulez être en pyjama et avec la tasse de café à côté. Mais la relation attitude-personnalité n'existe pas via un ordinateur. Si vous n'avez pas rencontré ces gens-là, vous ne leur avez pas serré la main,
n'avez pas pris un vrai café avec eux de temps en temps, c'est pas la même. Ouais. Moi, j'ai vu avant de créer Sikio, il y avait d'autres congrès, j'avais toujours cette activité dans ce microcosme du business développement. Les gens que j'ai connus il y a 20 ans, au démarrage de la biotech, à proprement parler, c'est des gens que même si j'interagis pas aujourd'hui, je les vois dans la rue, on est presque potes. Ouais. Un type que j'aurais rencontré même depuis 4 ans, tous les ans, tous les mois, vient... ça fait pas la même chose. Il n'y a pas ce côté. Je pense que pour créer une relation, et c'est ça aussi qu'attend un investisseur quand il va mettre son argent chez vous, c'est d'être sûr que vous n'êtes pas simplement une image lointaine, que vous êtes... Je veux voir comment vous réagissez, comment vous avez réagi sous stress. Est-ce que vous êtes quelqu'un de sympa, quelqu'un de poli, vous allez gérer une équipe, est-ce que vous allez les traiter comme de la merde ou vous allez être quelqu'un empathique. Tout ça, il a besoin de le ressentir pour vous profiler. Alors, si dans son investissement, il a besoin que vous soyez un manager de merde, bon, bah, tant mieux si vous en êtes un. Mais si vous êtes un bon manager et qu'il le ressent, tant mieux aussi, si c'est ce qu'il cherche. De toute façon, faire rentrer un investisseur au capital, c'est un nouvel associé. Donc, c'est les mêmes critères de ce qu'on disait tout à l'heure avec ton associé. Et est-ce que tu penses aujourd'hui que le rôle principal du CEO, c'est vraiment de lever des fonds? Est-ce que tu serais pas peut-être plus efficace à aller chercher les futurs deals avec les futurs pharma ou sur d'autres thématiques peut-être qu'on n'a pas identifiées et plutôt délaisser totalement l'aspect levée de fonds, ou du moins la recherche des premières relations et des premiers contacts avec les investisseurs? Je pense... Alors, encore une fois, au regard de ma société Sikio, au stade de développement qui est le mien, d'accord? Ça, cette réponse, elle est vraiment coordonnée en fonction de ça. Non, je ne pense pas, parce que, au même titre qu'on a ce fameux dicton qui dit qu'on n'a pas une deuxième chance de faire première bonne impression, et ben c'est exactement la même chose. Si j'envoie Eli représenter Sikio, c'est pas la même chose que si moi, je viens avec Eli. Ce qu'il a besoin, le type en face, c'est de comprendre, après avoir vu le premier dossier, qui est vraiment Sikio. Eli va ouvrir la porte, il va dire, voilà, bonjour, on se connaît bien, tu as confiance en moi, parce que je t'ai amené des beaux dossiers, plusieurs beaux dossiers, mais le screening, il va le faire une fois qu'il aura rencontré les investisseurs, le vrai ou les vrais personnages de la société. Oui, donc c'est important qu'on fasse, c'est pour ça qu'on le fait, c'est d'être à deux et pas absolument, tout seul. Absolument, ouais, je pense que c'est important. Très clair. On parle souvent du pitch deck et du pitch oral. Est-ce que tu as 2-3 anecdotes ou 2-3 moments qui te reviennent où tu t'es dit « Ah ouais, là, j'ai fait un meilleur pitch qu'un autre parce que j'ai modifié quelque chose » ou à un moment dans ta vie de CEO, tu t'es dit « Ok, il faut que je change ça parce que je vois que ça marche pas ». Alors, ce qui est important de faire, et ça je le fais souvent quand on est avec mon associé, c'est que quand lui il parle, je regarde comment les gens y réagissent. Parce que quand moi je parle, j'ai un peu plus de mal, même si, faut le dire, au bout d'un certain nombre de fois, on est un peu en mode routine. C'est important de regarder comment les autres réagissent. Alors évidemment, ils n'ont pas tous la même réaction. Il y a des choses qui les intéressent plus que d'autres. On voit dans les yeux, dans la façon de se poser de votre interlocuteur, ce retour d'expérience. On voit quand c'est trop long, quand ça les gave, on voit quand c'est pas le sujet qui les intéresse, etc. Donc ça, c'est important. Donc en fonction du profil des gens, j'ai essayé d'adapter. Évidemment, si je sais que le type, il est principalement financier, forcément, je vais essayer de sortir les choses qui les intéressent. Si je sais que le type a fait un doctorat avant, même s'il est investisseur aujourd'hui, je vais essayer de mettre le stress sur la partie scientifique. Donc oui, on s'adapte à ça. Est-ce qu'il y a des moments meilleurs que d'autres? Bah voilà, je dirais comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la crève, je suis là, je fais de mon mieux. Demain, j'ai un pitch avec un investisseur, je ferai de mon mieux. Il y a des fois où je suis bon, il y a des fois où je suis pas bon, il y a des fois où le mec me fait sentir bon. Enfin, mon interlocuteur, pas le mec, mais c'est aussi les femmes, évidemment, me fait sentir bon. Et puis il y a des fois où vous avez beau essayer de faire le pitre, le rigolo, d'être sympa et tout, en face de vous, c'est un connard. Hein. Ça mord pas, quand ça mord pas, ça mord pas. Ça mord pas, voilà. Très bien. Et toujours dans le contexte des levées de fonds, quand tu vas chercher à rentrer en contact avec des investisseurs, tu disais, ils reçoivent des centaines, voire beaucoup plus parfois de pitch deck et de projets. Comment tu fais pour mettre j'allais dire ton CV, mais ton deck au-dessus de la pile? D'abord, j'appelle Eli. Et si c'est pas Eli, j'essaye d'avoir une accroche par le mail, par le téléphone, par éventuellement une tierce personne. L'introduction par une tierce, c'est toujours très, très bénéfique, puisqu'au final, il vous donne du crédit, puisque lui se mouille. Et donc ça, c'est certain que le
le deck passe au-dessus de la table. Puis il y a l'histoire de suivi, et puis il y a aussi l'histoire de suivi, pas seulement au cours des 3, 4, 5 semaines post-envoi, hein. C'est le suivi sur parfois plusieurs années, parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, les tests d'investissement évoluent, les fonds évoluent, les LPs qui financent les fonds d'investissement, les VC, ont aussi des attentes et des demandes. Vous avez au sein même d'un même fonds une vie. Le type de société dans lequel ils vont investir au début du fonds ne sont évidemment pas les mêmes que ceux qui sont investis en fin de fonds. Et donc tout ça est à rentrer en considération. Donc c'est des moments où il faut revenir, etc. vers eux. Ok. Une question toujours autour du réseau. Comment ton réseau passé a pu t'aider dans ta vie d'entrepreneur aujourd'hui? Alors ça, c'est très simple. C'est vraiment appeler la bonne personne au bon moment qui peut vous donner ou le bon conseil ou vous donner le 3e numéro qui va bien. Donc ça, c'est fondamental d'avoir et de maintenir ce réseau d'une façon ou d'une autre. LinkedIn en est une. Les congrès en sont un autre. C'est une autre façon de les maintenir. De temps en temps, un coup de téléphone, de temps en temps, un mail, de temps en temps, un bon anniversaire, de temps en temps, un peu plus rare, un déjeuner, mais ça, c'est vraiment les gens très proches, etc. Et c'est surtout un échange, c'est-à-dire de dire ce que vous faites, ce que vous voulez faire, même si le type en face, la personne en face n'a pas cette capacité à vous aider, hein, mais ça donne l'impression de créer du lien, de le maintenir. Et il y a des gens dans mon réseau que j'ai pas vus depuis 3, 4, 5, 6 ans. Mais je sais que le jour où je les appellerai pour un truc, c'est comme si on s'était vu avant-hier. Ouais, c'est presque des amis, des business friends. C'est presque des amis, absolument. Ouais. C'est vrai que nous, on mise beaucoup là-dessus et c'est comme ça que nous, on a commencé. Avec très peu de gens, des liens assez forts, faire ses preuves, donner sa confiance et avoir confiance avec les gens avec lesquels on travaille, et puis ensuite les bonnes introductions. Très clair. Une petite question toujours sur cette levée de fonds, parce que c'est quand même le cœur de notre activité. Quand tu regardes sur le travail effectué, c'est quoi le truc, le conseil, si tu devais en donner un à quelqu'un qui se lance dans une levée de fonds spécifique à la biotech, ça serait quoi le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne il y a 3 ans? C'était de mettre plus d'outils marketing en place. Ok. Très clairement, quand on est scientifique ou quand on travaille dans le domaine de la science, je pense personnellement, que le focus, les données, la rationalité scientifique est un point extrêmement important parce que c'est comme ça qu'on a été formaté. Et pour nous, la démonstration, comme en maths, elle doit être limpide, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question, etc. Sauf qu'en fait, si on reprend ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'il y a à monter sur la pile du dossier. Le dossier doit arriver en haut de la pile, et si vous n'avez pas les bons... Et c'est aussi con qu'une belle présentation, qu'un bon site internet, et c'est des choses un peu plus subtiles, comme un travail de fond via différents médias pour vous positionner, pour qu'on entende dans le fond de l'oreille, de façon récurrente, le nom de la société, le nom de l'intervenant, etc., etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, hop, vous allez penser à lui, mais au même titre que quand vous avez besoin de, je sais pas moi, d'un prestataire, s'il arrive au bon moment où vous en avez besoin, ça va être lui plutôt que l'autre qui vous aura fait aussi un bon effet, mais vous l'avez oublié. Ouais. Ok, donc toujours répéter et avec différents canaux. Absolument, ouais. Ok. Est-ce que tu as déjà pensé à partir de France pour mieux réussir, que ce soit avec Sikio ou avec d'autres opportunités? Voilà, à titre perso, moi j'ai vécu à Londres et j'ai vécu en Suisse. D'un point de vue professionnel, c'était pas mes sociétés, j'étais employé là-bas, donc ça m'a donné une certaine expérience de l'étranger. J'ai beaucoup travaillé avec les US aussi et dans une certaine mesure avec le reste de l'Europe. Donc effectivement, on peut voir les environnements différents. Oui, j'ai exploré pour Sikio différentes options, notamment des options de pays européens avec des effets non dilutifs, donc de l'argent public, mais de l'argent public massif, mais qui est évidemment conditionné à l'intervention d'un investisseur. Et donc oui, à partir du moment où on sait que c'est possible, on se dit que notre objectif, c'est de faire développer l'entreprise. Donc il faut aller là où l'argent se place, quitte à aller habiter à l'étranger ou à créer une entité locale, quelle que soit la modalité, que ce soit de la production, de la R&D. On trouve toujours les moyens, quoi.
Ouais, et puis on n'est pas si mal loti en France non plus. Non, non, absolument. Non seulement on n'est pas mal loti, il y a un écosystème qui est quand même très intéressant. Tout à l'heure, même si je l'ai critiqué un peu, il y a tout ce qui est lié à l'innovation, le crédit impôt recherche, des statuts de type jeune entreprise innovante, BPI, etc., etc. Donc ça, c'est certain qu'il faut qu'on les utilise. Mais après, il faut voir quel est le besoin de l'entreprise et le dimensionnement. Ouais. Ok. À quel moment on va voir ailleurs parce qu'on a besoin d'un plus gros chèque, au Ok. final. Parce que nous, dans les clients ou même les gens qu'on rencontre, il y a quand même tout le temps ce rêve américain, j'ai envie de dire, où ouais, ok, on va aller en Serie A pour aller sur le marché américain. Toi, c'est pas quelque chose qui t'a animé, quoi. Alors, aller aux États-Unis pour être aux États-Unis et avoir un siège social à Boston, non, c'est pas plus que ça intéressant parce que tout change de dimension. Mhm. Donc la valorisation de l'entreprise, les besoins financiers, mais aussi les coûts locaux. Donc au final, on a changé de dimension. D'un autre côté, des sociétés comme la mienne, elle a un potentiel international. C'est-à-dire Ouais. qu'on développe un médicament, c'est pas seulement pour le marché parisien ou le marché français. Donc quoi qu'il arrive, on joue déjà dans dans une cour internationale. C'est peut-être pas le cas, par exemple, pour Ouais. d'autres métiers ou d'autres sociétés. C'est une bonne transition, justement. Quelles sont les prochaines étapes? Ok, donc là, imaginons que le médicament est validé, qu'il fonctionne sur des humains. Alors, les étapes pour nous aujourd'hui, c'est justement d'arriver déjà jusqu'à ce stade Mhm. d'essai chez l'homme. Au sein des stades d'essai chez l'homme, il y a plusieurs niveaux, d'accord, avec des nombres croissants, une population de patients attestés croissante. Et une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, en général, parce qu'on a dépassé quand même un certain nombre de patients et Mhm. ces coûts-là sont massifs, ils sont pris en charge, enfin ils sont pris en charge, ils sont repris à la charge d'une boîte pharma, sous Oui. réserve qu'elle ait pris une licence ou qu'elle ait acquis Sikio. Ok. D'accord. Une fois qu'elle a fait ça, elle va continuer le développement et elle va pouvoir enregistrer pays ou continent par continent le médicament pour obtenir, un, l'autorisation de vente, deux, un prix de remboursement, ce qui fait que tout cet investissement, aussi bien en rachetant Sikio qu'en continuant à développer, tout cet investissement va être remboursé quelque part par un prix de vente conséquent. Et à l'inverse, la boîte pharma ne fait ça que si il Ouais. y a derrière cette carotte. Et toi, qu'est-ce qui t'excite? C'est plutôt la partie actuelle d'amener la technologie à un point euh, d'efficacité, Ouais. ou c'est toute cette partie après? Alors, la partie après, a priori, à aujourd'hui, je ne serai pas impliqué puisque je vais être fusionné dans. Ok. Si les choses fonctionnent bien, je ne serai plus là. En tant que CEO, je n'existerai plus, il n'y a plus besoin de Ok. moi, il y aura besoin d'autres équipes. Donc moi, je serai sorti. Mais effectivement, pour moi, ce qui est intéressant, c'est la finalité. On fait ça aussi parce que derrière, il y a des patients, parce que de temps en temps, j'ai des patients qui appellent, ou des familles de patients, ils demandent, voilà, j'ai un parent qui est dans un stade un peu critique, est-ce qu'on peut éventuellement faire partie d'un essai clinique? Et donc moi, pour le moment, la réponse, je leur explique, c'est je suis pas encore arrivé là, et chacune des étapes est réglementée. On peut pas non Mhm. plus prendre le patient et l'enrôler Ouais. dans un essai clinique. La partie très excitante pour moi, c'est aussi créer from scratch une société comme j'ai pu le faire, la développer, l'emmener. Aujourd'hui, c'est aussi très excitant d'aller voir les financiers, de les convaincre, etc. C'est évidemment aussi, il y a un côté rébarbatif, Ouais. c'est un peu chiant, faut le dire. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand les choses avancent, quand on commence à parler vraiment de la science, quand on commence à parler vraiment des chiffres, on est sans arrêt de challenger. Ouais. C'est aussi une sorte de stimulation. Donc, chacune des étapes est nouvelle, elle est complémentaire et elle fait ressortir chez moi des compétences et elle me fait aussi acquérir des compétences nouvelles. Ouais, j'imagine. Très bien. Pour cette séquence, c'est terminé et on a préparé une petite séquence de questions vraies ou faux, assez simple, donc où tu peux donner des détails, donner des arguments si tu as envie, ou sinon juste répondre par vrai ou faux. Merci à Mathieu d'avoir préparé ces questions d'ailleurs. Donc, première question, 99% des startups échouent en 5 ans. Peut-être pas 99, mais un grand nombre, ouais. J'aimerais bien qu'on vérifie un jour les statistiques. Être entrepreneur, c'est être libre de son temps. Que de son temps alors, pas de son esprit. Parce que l'esprit, il est focalisé dans le développement de l'entreprise. Donc,
Mais libre C'est de partiellement vrai, oui. Ok. Lever des fonds, c'est plus dur que de créer une boîte rentable. Je sais pas, j'ai jamais créé de boîte rentable. Si ton idée est bonne, tu vas forcément réussir. Non, ça c'est faux. Créer une biotech, c'est ultra long et ça ne rapporte rien. C'est partiellement faux. C'est ultra long, oui. Ça ne rapporte rien, non. Si la société fonctionne bien et Mhm. que vous n'êtes pas trop dilué, ça rapporte. Ok. Les big pharma rachètent systématiquement les startups innovantes. Non. Sans levée de fonds massive, une biotech ne peut pas survivre. Partiellement vrai, partiellement faux. Elle peut avancer étape par étape sans avoir fait une levée massive. Euh, non, pas forcément massive, en tout cas, la levée. Ok. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, en 2030, l'IA remplacera les chercheurs en biotech. Non, c'est faux. Impossible? Impossible. On prend le pari. Lever En des millions. 2030, t'as dit? 2030 ou C'est 2030? demain. Même 2040, ça sera pas le cas. Ok. Lever des millions égale startup qui marche. Non, il y a eu récemment aux États-Unis une belle histoire de bullshit, d'énormes levées de fonds. La société, je me rappelle plus du nom, et la femme est en tôle parce qu'elle a raconté des conneries, mais elle a pourtant réussi à lever des millions. Ok. Aux US, lever des fonds est 10 fois plus facile qu'en France. Non, c'est pas vrai. Impossible de créer un leader mondial en biotech en restant en France. Partiellement vrai, pour des raisons financières. C'est-à-dire? C'est-à-dire que effectivement, les fonds massifs importants sont pas forcément uniquement d'origine française. Donc, on peut rester en France, mais il y a besoin d'une infrastructure, il y a besoin de compétences qu'il faudra de toute façon aller chercher à Mhm. l'international, sous forme d'essais cliniques aux États-Unis. Donc, on reste pas franco-français, même si le siège reste français, il y a quand même une réflexion un, de flux financiers qui doit venir vers la société, et deux, de développement sur l'international. Donc, quelque part, on n'est plus Ouais. franco-français. Ok. Dans le même contexte, Boston, c'est l'Eldorado des biotech, mais pas pour les Français. Bon, je sais pas. C'est l'Eldorado, certes, c'est vraiment waouh, la place to be. Est-ce que pas pour les Français bon, il y a quelques sociétés françaises Ok. intéressantes qui sont là-bas, hein. Les vaccins, on va rentrer dans des questions une question un peu technique. Les vaccins les vaccins à ARN ont prouvé qu'on peut raccourcir le temps de développement des médicaments. Qu'on peut. Alors, je suis pas sûr que ce soit seulement les vaccins ARN. Je pense que c'était la volonté politique et les ressources mises en place et le stade de développement aussi de ces Mhm. produits-là, des vaccins ARN, qui sont quand même des choses qui ont maturé depuis quelques années, qui ont été démontrées dans une certaine mesure. Oui, mais quand on veut, évidemment, avec un investissement massif. Maintenant, si on était parti from scratch d'une pathologie, c'est pas avec tous les investissements du monde qu'on arrivera Mhm. à sauver les gens, hein. Il Ouais. faut du temps. La prochaine pandémie sera encore plus rapide et plus mortelle que le Covid. J'espère pas. Et là, je crois que c'est vous qui avez marqué les deux dernières là. Un seul médicament contre le cancer et on plie la concurrence. Et un seul médicament par cancer et on plie la concurrence. Ouais, il y a une question qu'on peut se poser, c'est de savoir est-ce que, contrairement à ce que les gens pensent, il va sortir de toute cette compétition en oncologie un seul médicament qui va couvrir tous les cancers? Non, c'est pas possible, parce qu'il y a plusieurs indications. Et au sein même d'une même indication, est-ce qu'on aura besoin que d'un seul médicament pour traiter le cancer du pancréas? Non, parce que, pareil, il y a différents sous-parties dans ces Mhm. cancers-là. Il y a des populations différentes. Il y a des populations qui ont déjà été traitées, pas traitées, qui sont résistantes, pas résistantes. Enfin, on peut imaginer à l'infini. Et au final, ce vers quoi tend la médecine aujourd'hui, c'est quelque chose de quasi personnalisé. Ok. Et donc, c'est ce pourquoi il y a plusieurs approches thérapeutiques, ce pourquoi il n'y aura pas qu'un seul médicament pour le cancer, et la raison pour laquelle il n'y aura pas qu'un seul médicament par indication thérapeutique. Ok. Très clair. Dernière question pour finir ce podcast. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025? Évidemment, de boucler la levée de fonds, de pouvoir verrouiller les étapes d'après, Mhm. pas seulement financièrement, mais de pouvoir accélérer le plus tôt possible et de démontrer ce que nous on pense et qu'on a aujourd'hui un super produit avec un super potentiel, à la fois efficace, safe et surtout une capacité à le développer euh, de façon assez importante pour arriver rapidos sur le marché. Très bien. Bah, merci beaucoup, Uri. Merci à toi, Elie. On reste connecté et puis à bientôt, À tout le très monde. bientôt. Salut.